On regarde jamais sa montre, sauf pour dire, s'il est déjà 15h, on est debout depuis 3h du matin. J'ai eu la chance de signer avec Universal Music. Je crois qu'il y a 80% des gens qui sont pas heureux dans leur boulot. Donc effectivement, on peut comprendre ceux qui se reconvertissent. À partir du moment où ils travaillent, quel que soit, que tu sois maçon, que tu sois dentiste, que tu sois artiste, tu dois travailler, aller à fond dans tout ce que tu fais. L'argent ne doit pas être le premier paramètre. Mais quand tu fais quelque chose à fond et que tu le fais bien, il y a toujours une récompense. Alors il se trouve que la récompense, c'est aussi d'être bien dans sa peau, mais tu as toujours un petit quelque chose, parce qu'il faut manger, hein, on vit pas d'amour et d'eau fraîche. Hein. Complètement. Bienvenue dans Yes ou No, là où une syllabe peut réécrire une histoire. La tienne, celle de ton entourage, celle d'un secteur, parfois même celle de tout un pays. Aujourd'hui, j'accueille Marc Fichel. Je t'ai découvert il y a une quinzaine d'années dans les médias lorsqu'on parlait d'un espèce d'ovni. Tu étais directeur commercial à Rungis et chanteur, auteur, compositeur, interprète, reconnu sur scène, à la télévision et dans de belles premières parties de concert. Tu incarnes cette rare double vie entre les coulisses du plus grand marché de produits frais du monde, Rungis, et la lumière des projecteurs. Tu as su surprendre, fédérer et évoluer, que ce soit en portant haut l'image de Rungis ou en t'affirmant comme un artiste complet. Et aujourd'hui, tu ajoutes une nouvelle corde à ton arc avec le lancement de ta propre société à Rungis après plus de 20 ans d'expérience. C'est bien ça ? C'est parfait, mais je veux juste rajouter quelque chose. On est 3. Alors, première question, assez traditionnelle. Marc, si tu regardes en arrière, quel est le premier yes ou no, peut-être à l'adolescence ou à l'enfance, qui a marqué ta trajectoire ou changé ta vie ? Le premier yes or no, c'est de passer mon bac, tout simplement, parce que je voulais surtout pas le passer. Je voulais partir travailler chef de village au Club Méditerranée. Et en fin de compte, j'ai décidé de passer mon bac, un peu pour faire plaisir à mes parents et un peu pour me prouver que j'étais capable de faire peut-être un peu d'études, tout simplement. Tout simplement. Tout simplement. Donc j'y suis allé, en candidat libre, mais j'y suis allé. Ok, alors on est à l'adolescence, post-adolescence. On va revenir un petit peu sur ton enfance. Enfant, tu avais déjà cette double envie de séduire ou rassembler, oui. Yes ou no. Et qu'est-ce que ça t'a appris pour la suite ? Mais j'ai toujours eu envie de séduire. J'adore séduire. Je trouve que aussi bien commercialement parlant que musicalement, c'est important et puis ça fait du bien. C'est bon d'aimer et c'est bon de se faire aimer. Quand je fais de la musique, j'aime qu'on aime ma musique comme n'importe quel artiste, mais j'aime beaucoup partager. Quand tu montes sur scène, tu donnes du partage. Donc c'est important aussi de donner. Pour aimer les gens, il faut s'aimer soi-même et s'accepter. Mais pour s'aimer et s'accepter, il faut aussi beaucoup donner. Et alors, ton entourage a encouragé cette passion pour la musique, yes ou no, et comment ça a influencé éventuellement tes choix de vie professionnelle ? Alors, encourager sur un plan privé, oui, parce que ça faisait partie de l'éducation familiale de faire du sport, de faire la musique. En revanche, sur un plan professionnel, pas du tout. Même encore aujourd'hui, ils ne comprennent pas tout, mais c'est normal. C'est la famille, c'est comme ça. Maintenant, oui, ça a influencé énormément ma vie professionnelle puisque ça m'a permis d'aller dans des chemins de traverse qui n'étaient pas forcément écrits. Si je ne parle que de Rungis, ça m'a permis de rencontrer plein de personnes que j'aurais pas forcément rencontrées à travers même mon métier de Rungis, qui était de commercial export. Mais grâce à la musique, comme j'ai participé à plein d'événements de près ou de loin de Rungis en tant que chanteur cette fois-ci, parce que je suis le chanteur de Rungis. Ça m'a permis de rencontrer aussi bien des chefs d'entreprise que des producteurs. J'étais dans des contrées qui ne sont même pas écrites sur la carte de France. Mais voilà, oui, ça m'a beaucoup influencé. Et puis, je remercie le fait de pouvoir faire de la musique parce que ça m'a ouvert beaucoup de portes. Et on ne les voit pas tout de suite. Ça, c'est très important. Quand on fait le choix de faire de la musique comme j'en fais, je suis autodidacte, mais j'ai rencontré plein de personnes. Et sur le coup, tu ne te rends pas compte que ces personnes-là, elles peuvent t'ouvrir des chemins. Et aujourd'hui, que j'ai monté ma boîte avec 2 autres associés qui sont Bruno Vignal et Sébastien Esnault, et ça m'a permis d'aller plus vite. On va revenir sur ta carrière professionnelle un peu plus tard. Toujours à l'école, tu étais plutôt studio ou artiste, yes ou no. Et qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à un jeune qui hésite à suivre une voie différente d'une voie classique ? Alors studio, non. Je ne vais pas raconter de bêtises. Artiste, oui. En fait, je me rends compte avec le recul que j'étais vraiment un artiste dans l'âme, parce que ce que j'aimais, c'était toujours les cours qui étaient atypiques. Sinon, je m'endormais. En fait, je ne savais pas ce que je faisais à l'école. Je m'ennuyais. Je trouve que les systèmes scolaires français, même s'il est
Il était d'un haut niveau, je ne sais pas aujourd'hui à quel niveau il se trouve. Il était quand même d'un très haut niveau. Il est très, très castrateur. Au lieu de mettre en avant la substantifique moelle de chaque élève, il te dit tout ce qui ne va pas. C'est pas très positif comme système. C'est moi qui le pense, et ça n'engage que moi. Maintenant, c'était quoi ta deuxième question, tu me disais? C'était, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à un jeune qui hésite à suivre une voie différente? À partir du moment où il travaille, ce qui est très important, c'est le travail. Quel que soit, que tu sois maçon, que tu sois dentiste, que tu sois artiste, tu dois travailler, aller à fond dans tout ce que tu fais. Donc, je lui dirais, si tu te sens artiste, mais vas-y. Mais par contre, tu y vas à fond. Tu fais pas semblant, tu fais pas à moitié. Et si tu as besoin de sous parce que ta vie d'artiste te permet pas d'avoir des sous, bah, tu te lèves tout le matin ou tu vas être barman, mais tu travailles à l'américaine. Moi, je suis plutôt de son concept, se dire qu'on peut travailler à côté de sa vie d'artiste que de dire on est artiste. Alors non, c'est pas parce que tu es artiste que tu es forcément flyer. Il y a des artistes qui bossent à côté et c'est pas facile, c'est très compliqué. Et en plus, je pense qu'il faille bosser il faut absolument travailler dans un autre milieu parce que sinon tu abîmes ta voix, tu abîmes ton âme et tu abîmes aussi ta naïveté musicale. Donc si par exemple demain tu vas être chanteur et compositeur et artiste à 100%, bah, soit barman à côté, travaille dans la maçonnerie, soit menuisier, ce que tu veux. Mais fais pas ce que beaucoup de font malheureusement, ils sont tu vois, dans des orchestres. Et le problème, c'est que quand tu chantes tous les soirs dans un orchestre, à un moment, ta voix, elle en prend plein la tête et ton âme aussi. Sans doute un bel enseignement pour tous ceux qui s'essayent dans cette voie et qui pensent qu'il ne faut se concentrer que là-dessus, en oubliant peut-être parfois un petit peu le reste. Ouais, je sais pas si c'est un bel enseignement, c'est ce que je pense. Après, chacun a le droit. Enfin, c'est pas un jugement du tout que je fais, mais c'est important de se dire, voilà, on veut travailler. Si on veut réussir, que ce soit dans les pommes de terre, que ce soit dans la musique, il faut travailler. Moi, le travail paye toujours un jour ou l'autre. Toujours. Alors, on en vient justement au travail, tes premiers choix de carrière. Ouais. Travailler à Rungis, c'était une évidence pour toi dès le départ, yes ou no, et qu'est-ce que ça représentait pour toi d'intégrer cet univers qui est quand même un petit peu particulier? Ouais, c'est même très particulier de par les horaires déjà. En fait, j'ai fait une école de commerce, j'ai terminé à Subdeco Marseille, quand même. Fierté parentale. Alors que moi, personnellement, je m'en foutais. Puisque je ne voulais pas faire d'études au départ. Et quand j'ai vu l'annonce dans le Figaro, recherchons commercial France Export, et ben j'ai foncé et je me suis retrouvé à Rungis alors que je ne savais pas que j'allais à Rungis. Et Rungis, tu l'aimes ou tu le quittes. Et quand j'ai foulé pour la première fois le sol du marché de Rungis, bah, je ne l'ai plus quitté. Ça fait 25 ans que j'y suis, même plus, juillet 97. Et il y a un truc qui s'est passé et en fait, ma vie devenait une évidence d'hyperactivité, une évidence d'hypersensibilité. Toute ma vie est autour de Rungis et de la musique, mais c'est les vases communicants. Non, et aujourd'hui, en fait, on dit souvent que ceux qui travaillent à Rungis et qui aiment Rungis ne peuvent plus rien faire d'autre, mais c'est vrai. Parce qu'on est dans un milieu qui est speed, on est dans un milieu qui va vite, dans un milieu où les gens ne parlent pas pour rien dire, où en même temps c'est vivant, on ne regarde jamais sa montre, sauf pour se dire il est déjà 15h alors qu'on est debout depuis 3h du matin. Et en même temps, on rencontre des gens de toute classe sociale, de toute partie, quels que soient des chefs d'entreprise ou pas, il y a vraiment de tout à Rungis. Et je ne connais pas des métiers parallèles aussi vivants que Rungis. Enfin, en tout cas, il y en existe très peu. Alors, pour aller justement un petit peu plus loin sur Rungis, est-ce que tu dirais que c'est une école de la vie, yes ou no? Et qu'est-ce que tu as appris là-bas que tu n'aurais pas appris ailleurs? Alors, je vais te dire plusieurs choses. D'abord, comme je suis en train d'écrire mon spectacle, enfin, j'ai terminé de l'écrire, je suis en train de le préparer. Je vais le citer parce que c'est pas pour m'auto-citer, mais je le pense tellement fort, c'est pour moi la meilleure école de vie, la meilleure école de vente. Point barre. Rungis, on apprend tout, on apprend la vie en général avec un grand V. Ensuite, tu m'as dit... Ensuite, je te demandais si tu avais appris quelque chose là-bas que tu n'aurais pas appris ailleurs. Ouais, j'ai appris à prendre des coups dans les fesses. Mais vraiment. Et je reste poli mais c'est comme ça qu'on apprend la vie. Une fois que tu sais travailler à Rungis, tu construis ta vie à Rungis, ou tu la construis autour de Rungis, tu deviens très bon dans tout ce que tu fais à côté. Quand tu vas acheter un appartement, quand tu vas construire une maison, quand tu vas être dans ta vie familiale, parce qu'en fait, tu apprends, ça a l'air sympa, bon enfant, Rungis, il y en a même pour qui c'est Disneyland, mais il faut avoir une rigueur de travail, une rigueur d'action. On est dans des produits frais, tout va très vite, donc tu peux gagner de l'argent et tu peux en perdre aussi très vite.
Et la rigueur que tu as et que tu as au fil du temps à Rungis, que tu acquiers à Rungis, bah, tu la reproduis dans tout ce que tu fais à côté. Moi, ça a été mon école de la vie. Alors, on a parlé de Rungis, je t'ai invité aussi et surtout pour ta double vie. Alors, on va parler de la musique et cette double vie. Tu as vraiment pu concilier Rungis et la scène. Comment tu as fait Yes ou No pour réussir ce challenge? Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui rêve d'avoir deux vies en une, finalement? Alors, d'abord, c'est de plus en plus à la mode parce que les gens ont besoin de s'exprimer. Si on parle des plus connus comme François-Xavier de Maison, il était trader. Ou j'ai un copain qui s'appelle Olivier Gage, que j'adore, qui est dentiste et qui est aussi comique. Il fait les deux. Et il est très bon dans les deux. Donc, pour faire deux passions et pour avoir deux vies comme je l'ai, déjà, il faut être bien entouré. J'ai la chance d'avoir mon oxygène, qui est ma femme, qui s'appelle Maggie. Et sans elle, j'aurais jamais pu faire tout ça. Un, parce qu'elle me porte. Et deux, parce qu'elle me soutient et qu'elle s'occupe de ma vie professionnelle musicale. Donc, on est parti en tournée en Asie. J'ai fait une tournée aux Philippines, où j'ai eu la chance de signer avec Universal Music. J'ai composé la chanson pour la gagnante de The Voice. J'ai fait le duo avec elle. Tout ça en 15 jours. C'était incroyable. J'ai passé 15 jours aux Philippines et on a été nommé aux Victoires de la musique. Alors, peu de gens le savent en France, mais moi, là-bas, je passais en télé, je suis passé sur CNN. C'était incroyable. J'ai fait une tournée en Roumanie. J'ai fait une tournée en Grèce il n'y a pas très longtemps. Donc, ça m'a amené dans plein de pays, mais ça m'a amené aussi dans ces pays-là parce que j'étais, à l'époque, je n'avais pas encore monté ma boîte, j'étais directeur export Rungis. Par exemple, quand j'ai fait ma tournée en Grèce, on m'a appelé pour les deux raisons. Un, parce qu'ils aimaient mes chansons, et deux, parce que c'était la semaine super chef, genre un peu top chef. Donc, du coup, j'ai rencontré des chefs du monde entier, des chefs grecs, et en fait, à chaque fois, mes deux passions sont réunies. Mais en même temps, j'ai envie de te dire, la musique et tout ce qui est food, tout ce qui est alimentaire, ça va hyper bien ensemble. Ouais, mais alors, gérer les deux en même temps, est-ce que tu dirais que tu as dit non à la facilité d'un seul métier? Est-ce que ça t'a coûté cher parfois? Et comment tu as tenu finalement dans ces moments de doute peut-être? Alors, d'abord, je suis un vrai hyperactif. C'est-à-dire que je dors peu. Donc, j'ai cette chance-là. Tu vois, là, on peut dire l'heure, il est 14h30, je suis debout depuis 3h du matin et je ne suis pas fatigué. Mais je ne fais pas style, c'est comme ça. J'ai besoin de faire beaucoup de choses parce que dès que je m'arrête, en fait, je cogite tellement et là, j'ai mon côté Ashkenaz qui ressort et je pense à la mort. Et j'aime pas y penser. J'ai peur de rien sauf de la mort. Donc, c'est pour ça que je suis hyperactif et c'est pour ça que je fais toutes ces choses-là. Deuxièmement, quand tu es passionné, tu ne sens pas ta fatigue. Bien sûr, chacun a ses limites. Mais si tu vois ceux qui sont dans le sport, je me suis toujours posé la question comment ils arrivent à faire des triathlons ou des trails. Quand ils courent 100 km, puis après, ils vont faire du vélo. C'est pareil, c'est différent, mais c'est pareil. L'avantage de faire ces deux métiers-là, parce que c'est vraiment deux métiers opposés, parce qu'il y en a un qui commence quand l'autre se termine. Enfin bref, Rungis, tu te lèves à 3 heures, pendant que quand tu fais de la musique, des fois, tu te couches à 3 heures. C'est que ça fait travailler ta tête complètement différemment. Donc, quand tu travailles la musique, tu travailles... moi, je suis au piano, j'ai une mémoire musicale, parce que je ne sais pas lire les notes. Mais à Rungis, j'ai la mémoire des chiffres, j'ai la mémoire visuelle pour les paillettes, pour savoir si tout est bien fait. Donc, ça fait travailler des cases dans ta tête qui sont vraiment différentes. Tu ouvres des cases, tu les refermes. C'est comme des vases communicants. Et ça me fait du bien. C'est ma thérapie à moi. C'est un exutoire, mais véridique. Après, aujourd'hui, je suis en train de préparer, je fais une digression sur mon prochain spectacle parce que je suis en plein dedans. Là, pour la première fois, j'ai monté sur les planches du théâtre. Ça sera au Théâtre Hébertot. Là, j'ouvre une case que j'avais jamais ouverte auparavant, sauf quand j'étais étudiant. Donc là, c'est entre guillemets du par cœur. Quand tu es au théâtre, tu vas prendre ton texte par cœur pour pouvoir être à l'aise sur scène et pouvoir justement improviser. Mais tout ça faisant, c'est que ce que j'aime, c'est que tout est différent. Il n'y a rien qui se ressemble. Et toutes mes journées, quand j'arrive le matin, on dit toujours à Rungis, quand tu arrives le matin, tu te mets une claque dans la gueule. C'est pas parce que tu as vendu la veille que tu vas vendre aujourd'hui. Mais en fait, ma vie est comme ça. Chaque matin est différent et c'est ça que j'aime. Enfin, je pourrais pas faire autre chose, sincèrement. Ouais. J'ai choisi ma vie. Hein. C'est pas la vie qui m'a choisi. En tout cas, peut-être qu'elle m'a choisi, mais moi, j'ai choisi mon chemin. Ouais, ça se ressent, il y a une certaine passion. Alors, tu parlais des Philippines, de CNN, etc. Moi, je sais que tu es passé dans des télématins, chez Drucker. Est-ce que tu imaginais ça un jour et est-ce que ça a changé quelque chose dans l'évolution de ta musique, dans tes contacts, dans ton succès? Alors,
Non, oui, ça a changé parce que tu as un autre statut. En fait, quand tu parles aux gens, les gens te regardent pas différemment, mais en fait, quand tu parles à des professionnels, ils se disent, bon, voilà. Mais pour certains, je reste un vendeur de pommes de terre et c'est pas grave, j'en suis très fier. C'est-à-dire que malgré tout ça, je reste le vendeur de pommes de terre de Rungis et pour certains, je suis le chanteur des Halles de Rungis. Tout est dans la nuance, mais j'assume à 200% ce que je suis. À savoir que quand tu fais un télématin où j'ai fait aussi Bonjour la matinale il n'y a pas tellement longtemps, tes réseaux sociaux, ils explosent. Moi, je ne m'en rendais pas compte parce qu'en fait, le matin, je ne regarde pas la télé, je suis Rungis. Mais un télématin, c'est plus d'1 million d'auditeurs ou un Bonjour, c'est pareil. Et il se trouve que dès qu'on parle de Rungis, bah, ça le fait. Là, on avait fait la matinale avec Emma Guessel, qui est une journaliste sur Télématin, qui est géniale. Et Bonjour, la matinale sur TF1 cette fois-ci. J'avais fait avec Christophe Beaugrand. Et ça lui a tellement plu qu'il m'a dit « Vas-y, continue, chante ». Je chantais a cappella. Mais en fait, c'est ce qu'on disait en off. À Rungis, tu apprends tellement la vie. Tu te lèves à 3 heures, c'est pas des métiers faciles. Plus si tu as d'autres activités à côté, qu'après, tu n'as plus peur de rien. Et tu relativises tout. Et d'ailleurs, je crois que ça t'est arrivé de faire des premières parties de grands artistes, encore plus grands que toi. Est-ce que c'est plus compliqué finalement? Est-ce que tu ressens plus de pression que lorsque tu fais ta propre scène? C'est une pression différente parce qu'en fait, alors autant t'es heureux, surtout quand c'est une grande scène, autant c'est compliqué des fois dans ta tête parce que soit l'équipe de l'artiste te bichonne, soit elle te calcule pas. Donc les deux cas se sont produits. Par exemple, au début de ma carrière, j'ai fait la première partie de Christophe, le chanteur, qui n'est plus de ce monde. Et son équipe était un peu spéciale. Et je me rappelle, sur scène, il y avait un clavier, il y avait un piano. Et moi, je voulais jouer du piano, parce que je suis pianiste. Et son équipe m'a dit, non, tu comprends, Christophe qui va jouer. Je vais pas abîmer le piano si je joue une demi-heure ou 1 heure avant. Donc, je me suis pas démonté, j'étais dans sa loge, et j'étais le voir. J'ai dit, excusez-moi, je suis votre première partie, est-ce que ça vous dérange si je chante sur votre piano? Il me dit, t'es pianiste? Je suis oui. Il me fait, bah alors. Je suis bah voilà, ok, pas de problème. Et donc, je peux le dire à votre équipe? Il fait, bien sûr. Donc, des fois, quand tu passes par des intermédiaires, tu peux avoir une mauvaise idée de l'artiste, alors que l'artiste en lui-même, il est super gentil. J'ai fait un coplateau, enfin, c'était une grosse première partie avec Amel Bent à Reims. On a chanté devant 35 000 personnes, ça s'est très bien passé. Très, très bien passé. J'ai chanté pendant presque 40 minutes. C'était génial, 35 000 personnes au stade de Reims. Tu parles d'être en contact direct avec certaines personnes. Là, on est complètement dans l'humain et effectivement, on se rend bien compte que certains sont là pour assumer leur job et donc créer des sortes de barrières qui peuvent être assez fictives parce que finalement, tout le monde a envie de s'entraider entre personnes de bonne composition. On va peut-être pas aller jusque-là, mais en tout cas, tu peux être sympa, juste sympa. Après, il y a des gens comme Drucker qui sont pour moi exceptionnels. Michel Drucker, il a tout vu, il a tout connu. On a beaucoup parlé, on a refait le monde, on a les mêmes origines. Et c'est vraiment... c'est quelqu'un... et si aujourd'hui il travaille, c'est parce que le jour où il s'arrête de travailler, bah, il s'arrête de vivre. Mais il est unique, Michel Drucker. Ouais, c'est le taulier de la télé, mais il connaît son job. Il faut le savoir. Pourquoi j'ai fait Drucker la première fois? J'ai fait un gala de charité. Et il connaissait tout le monde dans ce gala de charité. Et moi, il me fait venir dans sa loge parce qu'il ne me connaissait pas. Et la première chose qu'il me dit bonjour. Alors, il y avait Patrick Bruel, Enrico Macias, Patrick Fiori, il y a plein de gens. Il me dit, je les connais tous. Hein. Et il me dit, il y en a, je les ai vus naître presque. Il me dit, mais Marc Fichel, il y avait Michel Jonas. Il me dit, mais Marc Fichel, je te connais pas. Donc, alors moi, je lui dis naïvement, je dis, mais vous avez des fiches? Il me dit, oui, j'ai des fiches, mais c'est pas moi qui les ai rédigées. On me les a rédigées. Moi, je veux savoir qui tu es. Et j'ai trouvé ça tellement d'une classe. Et du coup, on devait rester 10 minutes à parler, on est resté 1 heure. Et là, il m'a fait faire... J'ai fait 2 fois Drucker. C'était un beau moment. C'est un peu une leçon de vie aussi, parce que comme tu dis, c'est le taulier, et pour autant, il a un respect énorme pour tout le monde. Ouais. Et ça joue sans doute sur le fait qu'il est respecté par tout le monde. Oui, il est respecté par tout le monde. Il connaît son métier. À la base, c'est quand même un sportif, c'est un journaliste sportif. Hein. Ouais. Voilà, c'est important. Je le dis parce que souvent, les journalistes sportifs sont bons. Voilà. Encore aujourd'hui, hein, il y a beaucoup de journalistes sportifs qui se sont recyclés dans le journalisme ou dans le présentateur. Ils sont à la base dans le sport. Je ne citerai personne pour ne pas orienter mon dessin. Je vais te poser 5 questions, là. Tu vas juste me répondre yes ou no. Okay. C'est tout. Et après, on va repartir sur des développements un peu plus pointus. Dire non au sommeil pour répéter ou travailler tôt à Rungis. Yes ou no?
Oh yes. Dire yes au track avant de monter sur scène, yes ou no? Yes. Alors, le track fait partie du talent. Tous les artistes le diront. Si le jour où tu n'as plus de track, c'est qu'il y a un problème. Bonne réponse. Rungis t'a appris autant que la musique, yes ou no? La scène est plus stressante qu'une négociation commerciale, yes ou no? Yes. Et tu sais pourquoi? Parce qu'une négociation commerciale, tu ne sais jamais comment elle va se terminer. La scène, quand les gens disent « Ouais, ce soir, le public... » Je suis non. Quand il n'y a pas de réactivité, c'est que quelque part, tu as été mauvais. Moi, au départ, je disais « Ah, le public... » Non, c'est pas le public, c'est toi le taulier sur scène. Donc oui, tu as des publics plus ou moins compliqués, mais c'est pas qu'ils sont compliqués, c'est qu'en fonction... J'ai chanté en Allemagne, j'ai chanté en Suisse, j'ai chanté en France, ils sont complètement différents. Aux Philippines, ils sont... En Allemagne, c'est moyen. En Suisse, ils sont comme ça pendant la première demi-heure. Ils bougent pas. Et parce qu'ils respectent, ils écoutent. Donc, c'est à toi de les faire venir. Donc, s'il y a des soirs où ça se passe moins bien, c'est toi qui dois être remis en question. À toi de t'adapter, ouais. Et yes ou no, tu crois qu'on peut vraiment tout concilier? Oui, yes. Pour tout le monde? On n'a que 24 heures, mais c'est déjà pas mal dans une journée. C'est pas mal. Mais toi, t'es un petit dormeur, hein, je crois. Ouais, je suis pas un grand dormeur. Je sais pas, quand je dors, je dors. Mais je peux m'endormir n'importe où. Dans une boîte de nuit. Non, mais je peux avoir une baffe à côté de moi, je dors. J'ai pas de problème. Quand j'ai sommeil, je dors. Bon, alors aujourd'hui et demain, puisqu'on a vu ton passé, lancer ta propre société après 20-25 ans, est-ce que c'est dire non au confort? Et pourquoi avoir choisi ce nouveau défi maintenant? Alors la société qui s'appelle Distripom, qui distribue donc des pommes de terre principalement, c'est du confort. Mais c'est du confort, alors déjà intellectuel, parce que quand tu te lèves le matin, tu sais pourquoi tu te lèves. Et c'est surtout on a eu un alignement de planètes. On s'est rencontrés avec mes associés, ça fait bien plus d'1 an. Et en fait, tu sais, c'est comme en amour. Des fois, tu ne sais pas pourquoi c'est la bonne personne. Et tu dis, celle-là deviendra ma femme, alors que c'est pas forcément ton critère de beauté. Il y a plein de choses. Et en fin de compte, il y a un feeling. Ben là, c'est pareil que mes associés. Il y a eu un feeling qui s'est passé, mais en fait, sans s'en rendre compte, ça s'est fait, ça s'est monté. Et puis, on est arrivé à un moment, on a mis tout sur une table et on a fait, on y va. Et il se trouve qu'il y a eu un entrepôt qui s'est libéré. C'était pas prévu qu'il se libère tout de suite. On était prêts sans être prêts. On s'est dit, non. Et voilà, on est très, très complémentaires. Chacun fait la partie du travail qu'il sait faire. Et du coup, c'est comme des Legos, ça s'emboîte. Et on va dire que pour l'instant, ça s'emboîte pas trop mal. Ouais, mais alors maintenant, tu as des responsabilités tout autres puisque tu es entrepreneur. Avant, tu étais salarié. Est-ce que tu crois qu'un jour, tu devrais avoir à choisir entre Rungis et la musique? Non, pour la simple raison que déjà, je ne suis pas tout seul. Que dès le départ, j'en ai parlé, mes associés sont très fiers de ce que je fais à côté. Et eux-mêmes ont une passion. Il y en a un, c'est ses enfants, il adore ses gosses, donc il a besoin aussi de temps. J'en ai un autre, c'est un fan de pétanque et il a d'autres boîtes. Donc en fait, on s'est dit, il faut qu'on ait des moments de respiration. Quand à 50 ans, tu montes ta boîte, tu montes pas ta boîte pour les mêmes raisons que quand tu la montes à 30 ou 20 ans. À 30 ou 20 ans, souvent, c'est pour faire des gains d'argent, du gros profit, quel que soit ton corps de métier. À 50 ans, c'est pour du kiff. Gagner de l'argent, c'est sûr, mais c'est aussi une rencontre entre potes de travail. Et vraiment, le matin, quand on va au travail, on s'éclate. On a la boule au ventre, mais la bonne boule au ventre. Et peut-être que aussi, grâce à nos expériences, tout à chacun, on va plus vite. On fait peut-être des erreurs, on va encore faire des erreurs, mais on fait peut-être moins d'erreurs ou on ne fait pas les mêmes erreurs que tu fais à 20 ans. Alors justement, puisqu'on est un peu dans la transmission dans ce podcast aussi, tu conseillerais à un jeune de suivre ses deux passions plutôt que d'en choisir une trop vite? Première question. Et deuxième question, quel conseil tu aurais peut-être aimé recevoir quand tu avais 25 ans? Alors d'abord, oui, je lui dirais de suivre ses deux passions, pas parce qu'il y en a une qui est mieux que l'autre, c'est juste parce qu'on n'a qu'une seule vie et il ne faut pas vivre avec des regrets. Il faut toujours suivre son instinct. Son instinct, l'instinct, il ne parle pas trop mal. Et si tu te trompes, c'est pas grave. J'ai vu une interview, on est dans les locaux de Xavier Niel, apparemment. J'ai vu une interview de lui qui était hyper intéressante. Je le connais pas. Hein. Mais à chaque fois, il disait, oui, on parle de moi, que j'ai réussi ça. Mais il me dit, vous savez le nombre de choses que j'ai foirées?
Il me dit, pourquoi j'ai réussi ça? Parce que tous les jours, je teste 1000 entreprises. Et il y en a 999 où je me plante. Il y en a une qui marche. Alors, c'est clair, sur 1000, ça fait très peu. Mais les gens ne le savent pas. Et ben, c'est ça. Si tu as 2 passions, si tu as envie de faire 2 choses, 3 choses, fais-les. Fais-les à fond, par contre. Donc, ça va te coûter du temps. Tu auras des concessions à faire. Quand je dis des concessions, c'est-à-dire que c'est clair que si tu veux te marier, avoir 4 gosses et vivre une vie de famille de ouf, parfois, c'est compliqué. Tu ne peux pas donner à tout le monde à 100%. Mais c'est à toi de faire des choix. Et puis, ensuite, si j'ai un conseil, c'est un conseil que tu dis que je pourrais donner. Si j'avais 25 ans. Si tu avais 25 ans, moi, j'ai pas eu le conseil de dire moi, je voulais être chef de village au Club Med. Et je pense que pour moi, c'était le Graal. Et ce que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est bah vas-y alors. Parce que je pense que j'aurais été un très bon chef de village. Parce qu'à l'époque, au Club Med, c'est toujours le cas, tu gagnais pas trop mal ta vie en tant que chef de village, tu gérais du personnel, et puis tu avais des ouvertures sur le monde entier. Parce que tu peux être chef de village 3, 4, 5 ans, et après travailler dans une grosse boîte. Donc je dirais à un môme de 25 ans, mais si tu as envie d'être maçon, fais-le, mais sois le meilleur des maçons. Apprends à être le meilleur. Il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de... Si ta passion, c'est la maçonnerie, mais vas-y. Si ta passion d'être menuisier... Aujourd'hui, on a cette chance, on revient aux métiers manuels, qui ont été délaissés pendant des années. Aujourd'hui, les boulangers, c'est les stars de nos métiers, quand même, grâce à Top Chef, grâce aux plus grands pâtissiers. Mais tant mieux, tant mieux. On revient aux métiers pragmatiques. Il n'y a plus t'es avocat, t'es dentiste, t'es médecin. Mais en fait, c'est important de s'assouvir et d'assumer ce qu'on veut. Pourquoi aujourd'hui, il y a plein de... Moi, je connais des gens qui ont fait HEC qui terminent boulanger. Parce qu'ils s'éclatent. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on est dans une vie où c'est pas métro, boulot, dodo. Et tu vas passer peut-être 20 ans, 30 ans, 50 ans de ta vie à faire la même chose, mais éclate-toi. Je crois qu'il y a 80% des gens qui ne sont pas heureux dans leur boulot. Donc, effectivement, on peut comprendre ceux qui se reconvertissent ou ceux qui font le bon choix dès le départ d'aller vers leur passion, de la faire à fond. Et en plus, tu réussis. Et si tu la fais à fond, ben c'est là où tu vas gagner de l'argent. Souvent, l'argent ne doit pas être le premier paramètre. Mais quand tu fais quelque chose à fond et que tu le fais bien, il y a toujours une récompense. Alors, il se trouve que la récompense, c'est aussi d'être bien dans sa peau. Mais tu as toujours un petit quelque chose, parce qu'il faut manger. Hein, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Hein. Complètement. Ça peut être heureux, ça peut être l'argent. En tout cas, la récompense, elle vient du travail. Est-ce qu'aujourd'hui, tu rêves encore d'une scène ou d'un projet fou que tu n'as pas encore réalisé? Ah ben bien sûr, c'est ce que je suis en train de faire. Là, pour moi, c'est un projet fou. Pour la première fois de ma vie, je monte sur les planches du théâtre. J'ai un metteur en scène, Jean-Philippe Bèche. J'ai une directrice artistique, Laurence Lustig, qui est une directrice de casting. C'est sur une idée de Maggie Pérez, qui est ma femme. Et j'ai écrit ma vie à Rungis, de A jusqu'à Z. Si on m'avait dit il y a 2 ans que je serais sur les planches du théâtre Héberto, je t'aurais dit oh. Et là, j'y suis dans 2 mois. Donc la pression commence à monter, bien comme il faut, parce qu'il y a beaucoup de travail en mise en scène, même si ça a l'air simple. Il y a le texte à apprendre, il y a savoir parler, savoir donner les bonnes intonations. Et en plus, c'est pas que du théâtre, puisque je vais faire de la musique. Je vais raconter la vie à Rungis entrecoupée de chansons. Et je pense que c'est un spectacle atypique. Et je vais m'éclater. Pour moi, c'est un des plus beaux projets. J'avais envie de faire un truc comme ça. Et il se trouve que, pareil, c'est les planètes qui s'alignent. Mais c'est le good vibe. C'est-à-dire, en fait, le plus attire le plus. Tu vois, et je pars du principe que chaque étape dans ta vie, si tu l'es positive, bah, ça va t'ouvrir d'autres portes. Même quand tu te casses la gueule. Même quand tu te casses... Et je suis pas le premier à le dire. Mais chaque expérience est bonne à prendre. Et là, en fait, j'ai monté ma boîte, j'ai changé d'appartement, ça tu le sais parce qu'on en a parlé. J'ai une femme qui m'aime et du coup, je prépare un nouveau spectacle. Des fois, je me pose, tu vois, et je me dis, je suis un fou. Mais non. Et je suis un passionné de la vie. Je suis vraiment un passionné de la vie. Et tant que j'ai la santé, parce que c'est un paramètre très important, c'est que lorsqu'on n'a plus la santé, qu'on commence à avoir mal à gauche et à droite, qu'on se dit, pourquoi j'ai pas fait tout ça? C'est important de faire, tant qu'on a la santé, il faut aller à fond. Là, c'est un peu un accomplissement quand même. Tu parles d'un seul en scène, c'est un peu un tout en un quelque part, que tu n'aurais pas pu faire il y a 25 ans parce que c'est la compilation de toutes tes compétences, toutes tes expériences, de toute ta motivation, des gens qui sont autour de toi qui ont envie de venir te voir. Ce que je vais faire également avec grand plaisir. Donc, c'est effectivement extraordinaire de se dire que tu en arrives là et c'est un rêve que tu vas réaliser. Ouais, c'est ça, c'est un rêve. Et alors, pour conclure, si tu devais transmettre
un seul yes ou no à ceux qui nous écoutent, celui que finalement tu aimerais que tes proches, tes fans ou de jeunes passionnés gardent en tête. Un seul, ce serait lequel? Fais ce que tu as au fond de toi, mais fais-le bien. Faut pas écouter les uns les autres. Tu sais, les gens, ils vont parler. Ouais, tu devrais faire comme ça, tu devrais faire comme ça, tu devrais faire comme ça. Non. Tu te regardes dans une glace, tu dis, voilà, j'ai envie de devenir peintre. Mais comme je te l'ai déjà dit, sois le meilleur des peintres. Essaye d'être le meilleur. T'es pas le meilleur, c'est pas grave, mais fais tout pour être le meilleur. Fonce. T'occupe pas de ce qu'on vont dire les gens. C'est hyper important. Et pas de regret derrière. Non. Tu sais, le problème des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est que chacun s'occupe des autres. Et on juge. Donc on n'ose pas. Voilà. On se sent bloqué. Exactement. Et puis l'autre, il a fait ça. Déjà, les 3/4 des réseaux sociaux, c'est du fake. C'est du fake. Comme je dis toujours, si c'est un chanteur ou un artiste ou un mec qui fait du cinéma, c'est une star. Il n'y a pas besoin des réseaux sociaux. Dans la rue, on le reconnaît. Il sait que c'est une star. Donc, tout ça, c'est du fake. Fonce. Occupe-toi de ton chemin et fais-le bien. Si tu le fais bien, tu seras déjà satisfait. C'est tout. Moi, je suis très satisfait de ce que je fais en ce moment. Je suis très heureux. Et en plus, je suis très heureux d'être dans ce podcast. Je crois que je suis un des premiers, si ce n'est le premier. C'est super. Je le dis en direct live, les questions sont pertinentes. J'ai eu la chance de faire pas mal d'interviews. Les questions sont hyper pertinentes et intelligentes. En fait, on y a beaucoup réfléchi tout simplement parce qu'on essaye d'apporter quelque chose à ceux qui vont écouter. Ouais. Ceux qui vont t'écouter avec ta carrière double. Et pour nous, c'était effectivement très important. Je pense que tu peux dire, mais c'est un peu tout ce qui ressortait, c'est que ça nécessite du temps. Tout ça fait ta passion, mais accorde-toi du temps. Parce que si tu es passionné et que ça dure une semaine ou un an, ça suffit pas forcément. Et pour autant, tu le disais aussi, il faut essayer de s'assumer, vivre de sa passion et d'eau fraîche sans que ça ne donne rien. C'est pas facile, mais avec beaucoup d'entrain, beaucoup de motivation, on y arrive. Ouais, et je connais des gens qui ont la double activité, qui travaillent à côté. Il y en a qui n'osent pas le dire parce qu'ils se disent non, je suis juste artiste, mais c'est important. Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis plus à l'américaine dans ma tête. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'artistes aux États-Unis qui ont travaillé au départ. Alors après, c'est à toi d'être malin. Tu travailles dans des secteurs où tu risques de rencontrer des gens. J'ai un exemple que j'ai lu il n'y a pas très longtemps. Harrison Ford était menuisier, mais il était menuisier pour les studios Universal. Et c'est pas par hasard, il voulait devenir acteur. Donc il s'est dit, à force de travailler le bois partout, je vais la rencontrer. Après, il y a des planètes qui doivent s'aligner, et puis il y a des rencontres que tu fais, et puis c'est à toi d'attraper cette chance. Et souvent les gens disent, il a de la chance. Je fais non. Il a de la chance, c'est comme il a de la chance de gagner au loto, mais déjà faut jouer. C'est pareil dans la vie. Si tu veux avoir cette chance de pouvoir rencontrer telle ou telle personne, faut y aller. Faut la provoquer. Oui, il faut la provoquer. Et tous ceux qui ont réussi, ils ont provoqué leur chance. Ils ont bossé. On voit que la partie immergée de l'iceberg. Effectivement. Écoute, je te remercie beaucoup, Marc. Et se souvenir qu'un simple yes ou no peut changer une vie, la tienne, celle des autres. Et il faut rien lâcher. C'est ça ta conclusion? Ouais, rien lâcher. Exactement. Bravo, merci. Merci Gilles. Merci d'avoir écouté l'émission. Vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux, vous pouvez nous liker, vous pouvez commenter, vous pouvez nous recommander. Également, nous proposer des invités. S'ils ont quelque chose à transmettre, nos auditeurs seront forcément ravis, nous aussi, de les rencontrer, de les accueillir et de partager toute cette masse de connaissances pour le bénéfice de tous.